Bonsoir, bonsoir et merci d'être présent pour cette première soirée de la nouvelle saison au Carême de Paris. J'ai l'honneur et le plaisir, et nous avons l'honneur et le plaisir, moi personnellement et l'institution Le Carême aussi, de recevoir un grand ami de la Méditerranée, un grand ami du monde arabe, arabo-méditerranéen dans la personne de Thierry Fabre. Thierry Fabre, je l'ai connu il y a longtemps, je ne me rappelle plus exactement quand, mais déjà on s'est vu dans plusieurs endroits dans ce petit monde. Il m'a fait le plaisir de m'inviter à deux reprises dans une activité qui était et elle restera toujours remarquable, qui est organisée à Marseille chaque novembre. C'est la rencontre d'Averroès, d'Avicenne, pardon. Averroès. Entre les deux, on est un peu déchiré. Euh, Ce sont des rencontres qui rassemblent des dizaines de chercheurs, journalistes, écrivains, poètes, etc., pour débattre sur un thème durant presque une semaine de débat, d'exposition et d'activités artistiques. Maintenant, Thierry, il publie un livre qui a le titre. Au début, moi, j'ai cru que c'est le sujet de ce livre qu'il allait parler d'Averroès. Le livre s'appelle Faut-il brûler Averroès face à à ce qui nous arrive? Moi, je pense, pour faire un peu d'humour, faut brûler tout le monde sauf Averroès. Euh, un petit livre plein de sens, plein de sagesse, que je vous invite tous, après la fin de ces débats amicaux et intellectuels avec Thierry, de le procurer. Il est derrière vous et vous pouvez avoir un dédicace aussi de Thierry Fabre. Thierry, en une présentation très courte, essayiste, chercheur et commissaire d'exposition. Il est le fondateur, comme je viens de dire, des rencontres d'Averroès. Il a dirigé le programme Méditerranée de la EMERA, Institut d'études avancées d'Aix-Marseille, université. Il a été le créateur et le rédacteur en chef du magazine Cantara à Lima et de la revue La Pensée de Midi. Il a dirigé la collection bleue chez Actes Sud et le réseau d'excellence Ramsès II sur les études méditerranéennes. Quand j'étais étudiant, je lisais tous les numéros. Il est notamment l'auteur de Traversées et des éloges de la pensée de midi, Actes Sud, d'une série de livres sur la représentation de la Méditerranée, Maison Neuve et La Rose, ainsi que de nombreux livres collectifs et articles sur les questions méditerranéennes. Les rencontres d'Averroès, j'ai oublié de vous dire que ça a duré avec Thierry 30 ans, 30 novembre successifs. Et il animait, il organisait, il sélectionnait les participants à ces rencontres. Je vais te laisser nous parler de comment il faut brûler Averroès. Et après, je reviens à la discussion, s'il te plaît. Merci beaucoup, Salam. Merci de votre hospitalité. Je suis heureux qu'on puisse se retrouver ce soir, apparemment de ouvrir un nouveau cycle, puisqu'on est au mois de septembre, donc c'est le moment de- un peu inaugural. Avant toute chose, puisqu'il y a effectivement un lien, je dirais, amical et profond qui nous relie, et j'étais tout à l'heure dans le bureau près de Hassan Abbas,
Je voudrais avoir une pensée pour lui parce que je l'ai accueilli aussi aux rencontres d'Averroès, un grand intellectuel syrien, penseur des droits de l'homme, de la liberté, du cinéma, de la liberté de penser. Et il me semble que le symbole, je dois ce beau titre à mon éditeur Gilles Crémer, qui fait l'amitié d'être là, qui est un peu un titre provocateur, mais qui est justement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a faut-il brûler l'Averroès avec un grand point d'interrogation. Et évidemment, c'est un éloge de la pensée critique, de la liberté de penser, et il me semble que Hassan Abbas l'a exprimé durant tout le cours de sa vie, d'enseignement si précieux de la langue arabe et de sa façon de bien vivre. Et donc ça, pour moi, c'est aussi comment dire, ce lien avec ce monde méditerranéen qui est une forme de savoir-vivre. Et donc pour commencer, je voudrais vous dire ce qui m'amène à ces questions. Et au fond, je me suis dit que presque voilà, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la Méditerranée et d'où ça vient. Alors ça vient du fait que moi, je suis né au bord de la Méditerranée, à Cannes, et qu'au large de Cannes, il y a des îles historiques qui s'appellent les îles de l'Érins. Et notamment, il y a un monastère fortifié du Saint qui donne sur la mer et qui est un lieu formidable. Et je regardais la ligne d'horizon en disant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ben derrière, il y a ce qu'on nous présentait voilà, en France, comme ce n'est pas nous. Hein, puisqu'il y a le monde arabe, l'islam, enfin bon, il y a cette espèce d'imaginaire puissant. Et il se trouve que, ayant fait des études de sciences politiques, de théorie politique, de relations internationales, travaillé avec Jean Leca, étant étudiant, quand j'étais à Sciences Po, je suis tombé un jour comme ça sur un livre qui s'appelait L'Islam au défi d'un certain Jacques Perc. J'ai eu, voilà, à moins de 25 ans, un lien vraiment étroit. Et moi, je crois qu'il est important, quand on raconte des livres, des projets intellectuels, des lieux de pensée, de ce que l'on doit aux autres. Je dirais des belles rencontres qui ont éclairé l'existence et qui ont été un peu bissectrices, c'est-à-dire qui vous font être ce que vous êtes. Et à un moment, on se pose ces questions-là. Et pour moi, Berck a été vraiment fondateur, puisque on a commencé par échanger. Et puis, je faisais, à l'époque, j'étais étudiant, mais je faisais aussi des émissions de radio. Et donc, je l'ai invité. Il y a eu une relation très forte. Et donc, je venais très souvent chez lui à Saint-Julien-en-Borne, parce qu'il avait quitté le Collège de France. Sa leçon de clôture au Collège de France qui s'appelait Andalousie, avec cette dernière phrase qui, moi, dont la force poétique, mais aussi, je dirais, le projet intellectuel derrière. Hein. J'appelle à ces Andalousies toujours recommencées, dont nous portons en nous à la fois les décombres amoncelés et l'inlassable espérance. Et donc, quelque part, ces Andalousies, c'était une façon de relier les deux rives de la Méditerranée. Et il se trouve que d'ailleurs, ses mémoires s'appellent La pensée des deux rives. D'ailleurs, il se trouve que j'ai amené le manuscrit chez Chodkiewicz au Seuil à l'époque. Et donc, cette idée, le sous-titre des rencontres d'Averroès a toujours été Penser la Méditerranée des deux rives en hommage à Berck. Et ce qui était très important, enfin, dans l'héritage de Berck, c'est justement le dépassement. Il parlait volontiers de l'islam méditerranéen, et donc il avait cette conscience, je veux dire, à la différence de Massignon, autre grande figure d'enseignant au Collège de France sur le monde arabe, lui, Berck prenait le passage du sacral à l'historique. Mais il a gardé cette conscience, je dirais, il avait une conscience très littéraire, très poétique. D'ailleurs, il m'invitait voilà, par exemple, à lire Kazantzakis, qui a réécrit l'Odyssée en vers. Enfin, bon. Et la découverte du monde arabe, la façon dont moi j'ai essayé de l'apprivoiser, vient de Berck, qui m'a donné très peu de conseils. Quand je venais de rentrer à l'Institut du monde arabe juste après. euh, et, et il m'a dit, il y a quelque chose, une notion qui m'a pour moi été dans la relation au monde arabe et aux intellectuels arabes, etc. C'est je suis votre ami, je ne suis pas vous. Et pour moi, ça a été une clé formidable. C'est je ne parle pas à votre place et vous ne parlez pas à la mienne. Mais on parle ensemble. Je suis votre ami, je ne suis pas vous. Donc voilà, Berck, c'est majeur du point de vue de toute cette histoire. Et je dirais que parmi les belles rencontres, je pense que c'est lui le premier qui m'a parlé de la figure d'Averroès.
parce que, bon, en dehors de Renan, dans l'histoire de la pensée, etc., on lit peu la figure d'Ibn Rushd. Je l'ai découvert un petit peu comme ça. Il se trouve qu'effectivement, je suis allé après, j'ai rencontré une autre figure qui a compté pour moi, qui est Edgar Pisani, qui était à mes yeux un des grands présidents de l'Institut du monde arabe, qu'il a un peu réinventé, et donc entre 89 et 95. Et j'ai amené Pisani chez Berck. Et c'est à ce moment-là qu'a été décidé un peu une relance politique de l'Institut du monde arabe, puisque Berck lui a suggéré de faire rentrer en même temps l'Égypte, qui a été bannie à cause des accords de Camp David, du camp de l'unité arabe, du monde arabe, etc., et de faire rentrer en même temps l'Égypte et la Palestine. Et puis, il y a eu l'accueil de Arafat à Lima, ou le fameux conférence de presse où il parle de Kadouk sur la charte de l'OLP. Enfin bon, toute une histoire. Voilà, Mahmoud Darwish qui était là avec Farouk Mardambe et quelques autres. Et donc, voilà, j'ai baigné dans cette histoire Et puis, évidemment, on a été percuté par la guerre du Golfe. Et donc, ça a été d'une. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses sur le chaos politique et la violence politique qui, euh, qui traverse le monde arabe. Et puis, vous avez parlé de Kantara. J'ai effectivement créé cette idée du pont, l'arche, la passerelle. À l'occasion du premier numéro du magazine Kantara créé à Lima, je tombe sur un livre d'un philosophe médiéviste qui s'appelle Alain de Libera, qui était jusqu'il y a très peu professeur au Collège de France de philosophie médiévale. Et Alain de Libera qui a fait un livre assez original qui s'appelait Penser au Moyen Âge. Il avait un chapitre qui s'appelait Les sources arabes de la culture européenne. Bon, ayant fait un magazine qui s'appelait Kantara, j'ai trouvé que parler des sources arabes de la culture européenne, c'était absolument central. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'enseignement historique, philosophique, etc. Et en fait, dans le premier numéro de Kantara, on a fait un long entretien avec Alain de Libera, qui est devenu un ami. Et puis, il y a eu, à l'occasion de 1492-1992, toute une série de moments, de rencontres organisées par la Ligue de l'enseignement ici, et notamment à Grenade. Et c'est finalement à Grenade, avec Alain de Libera, que l'idée, il y avait les rencontres de Pétrarque organisées par France Culture, une autre figure importante de la Renaissance, qui est d'ailleurs dans le déni de tout l'héritage arabe, puisqu'il faut aller directement, les transmetteurs judéo-arabes, ça n'existe pas, on va directement aux sources grecques et latines. Et ça, moi, je n'avais pas cette connaissance, je dirais, de l'histoire de la pensée philosophique, et notamment de la philosophie médiévale. Et donc Libera, voilà, à travers donner à lire le discours décisif face al-Makal de Ibn Rushd, et j'ai commencé à comprendre cette impensée qui est au cœur du monde culturel, intellectuel français et européen, qui est un véritable déni de ces sources arabes de la culture européenne. D'ailleurs, aujourd'hui, Sophie Bessis parle de l'imposture judéo-chrétienne, elle a bien raison, et c'est assez complémentaire à ce que moi j'essaie de raconter. Et donc, un des objectifs des rencontres d'Averroès et de ce livre, c'était de faire réémerger cette dimension-là comme dimension fondatrice. Et on voyait ça a agité, enfin, on voit bien que tout le mouvement identitaire néo-maurassien de l'Occident chrétien, qui aujourd'hui est réactivé et que l'on entend dans toutes les chaînes chères à M. Bolloré, c'est une façon de faire disparaître ce lien-là, cet héritage commun, pour instaurer la séparation entre eux et nous. Et c'est pour ça que ce n'est pas une histoire simplement de philosophes, de spécialistes, d'érudits, c'est quelque chose qui raconte notre généalogie historique et culturelle. Notre provenance, j'aime bien cette notion plus que celle d'origine. C'est Michel Foucault qui parle de cette dimension-là. Et je trouve que renouer les fils de l'histoire, de la pensée et de la culture, alors qu'on a cherché à les rompre. Il y a aux rencontres d'Averroès, et puis dans ce livre, je parle de ce livre qui a
était une attaque directe contre Alain de Libéral, etc., qui était Aristote au Mont-Saint-Michel de Sylvain Guggenheim. Euh, C'était de dire, ah ben non, non, il n'y a pas eu de transmission, ça s'est fait directement. L'héritage aristotélicien, il n'est pas passé par les Arabes, il n'est pas passé par la dimension judéo-arabe, il n'est pas passé par ces deux isthmes de culture qui sont dans la Méditerranée, que sont la Sicile et l'Andalousie. Non, c'est venu directement. Voilà. Et c'est un élément vraiment majeur parce que on a là, à partir de cette généalogie historique et culturelle tronquée, et c'est un peu tout le début de ce livre, l'effacement profond du lien. Ou pour le dire d'une formule différente de quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté aussi quand j'étais à Marseille, puisque j'ai quitté Paris, je vis depuis maintenant 30 ans à Marseille, beaucoup travaillé avec Bruno Etienne, qui a enseigné les sciences politiques à Sciences Po Ex, et qui était un personnage haut en couleur, qui a beaucoup réfléchi sur l'islam, etc. Et il avait une formule magnifique, il disait si l'Occident, c'est la Bible plus les Grecs, alors les Arabes sont des Occidentaux. Et là, soudain, on déplace la carte mentale. C'est-à-dire que, ah non, mais c'est pas nous. Et regardez aujourd'hui comment on a construit la séparation. Comment il y a eux et nous. Et j'ai essayé d'approfondir en travaillant sur les représentations de la Méditerranée, en travaillant sur vraiment plusieurs dimensions. Par exemple, une autre figure qui a beaucoup compté négativement, et en venant, ça m'y a fait penser, puisque je suis passé par la rue Fernand Braudel, non pas Fernand Braudel, mais celui qui a compté dans la vision qu'a malheureusement Fernand Braudel, qui est Henri Pirenne. Et le livre de Pirenne, qui est un grand historien belge, qui a fait un livre, qui est en fait un livre posthume, qui est une série de conférences, qui s'appelle Mahomet et Charlemagne. Et ce qui est très important dans Mahomet et Charlemagne, c'est que là aussi, c'est une sorte de paradigme. C'est eux et nous. Il explique que l'arrivée de l'islam dans le monde méditerranéen a mis fin à l'unité de ce monde méditerranéen. Et c'est un élément, là aussi, comment dire, qui est une grille de lecture. On regarde le monde à partir de ce principe de la séparation. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de regarder la Méditerranée comme un possible monde commun. Et donc, c'est un exact autre chemin. Et le déclic, le déclenchement de ce livre, il est politique, parce que c'est un livre politique, au sens des affaires de la cité, ce n'est pas un livre politicien, c'est un livre politique qui est né, finalement, le déclic ou le choc, ça a été l'année dernière, les élections européennes puis législatives, et de voir arriver les défenseurs de l'Occident chrétien, l'extrême droite, avec une possibilité d'accès à l'extrême droite au pouvoir, et on n'en est malheureusement pas sorti, de dire, mais attendez, ça en marche sur la tête. Et finalement, j'ai essayé de construire ce livre où on a repris effectivement l'héritage d'Averroès un peu comme un éclairage, un prisme, pour de raconter en 3 temps, vous n'êtes pas d'ici dehors, nous sommes tous d'ici, faisons semblant, et un projet, nous serons tous d'ici. Et donc ce vous n'êtes pas d'ici dehors est un élément qui est maintenant extrêmement ancré dans l'imaginaire, dans les représentations, dans le discours, comme si ça allait de soi. Et les deux cibles principales de l'extrême droite aujourd'hui, qui devient, voilà, si on écoute les prévisions électorales, etc., qui devient le premier parti de ce pays, et l'onde de choc de ce qui nous arrive, justement. J'ai mis en exergue cette phrase de Deleuze, l'éthique, c'est être de ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est une vague extrêmement puissante de ce que moi j'ai essayé d'appeler les passions identitaires. Et j'ai essayé de comprendre ce que finalement le monde universitaire, souvent très ancré dans une façon de raisonner très euh, passe à côté de cette dimension des passions identitaires. Et il se trouve que j'avais créé à l'IMERA une chaire Albert Hirschman, un grand économiste et penseur de la société juif berlinois réfugié à Marseille avec Varian Fry qui a fait sauver des centaines de gens, puis à Princeton, à Berkeley, etc. Et Hirschman a fait un livre a montré que les passions sont plus fortes que les intérêts. Il a fait un livre sur passion et intérêt, sur exit, voice and loyalty, sur les processus de décision. Et donc, j'ai essayé de comprendre les passions collectives qui nous mettent en mouvement et qu'on n'arrive pas tellement à comprendre. Et d'essayer de comprendre, de se plonger dans la psyché
de ce qui se joue et de ce qui finalement emporte nos sociétés démocratiques à partir de ces passions identitaires. Et je crois qu'il faut les regarder bien en face parce que malheureusement, Trump et quelques autres soufflent sur ces passions identitaires, soufflent sur ces braises-là, et il faut donc opposer, je dirais, des passions démocratiques à ces passions identitaires. Encore faut-il bien les comprendre. Pour terminer et pas être trop long en introduction, je crois qu'on a sous-estimé l'impact dans la psyché collective française, mais pas que française, européenne, des attentats djihadistes qui ont eu lieu ici, et donc qui ont, je dirais, légitimé, entre guillemets, une vision extrêmement négative d'une peur collective, d'un rejet profond, que ce qui s'est passé en Syrie avec les djihadistes qui sont partis, et bien malgré la société syrienne, et qui sont partis avec Daesh et qui ont fomenté les attentats depuis la Syrie. Et puis la vague de ce qui s'est passé, mais c'est pas que Daesh et Paris 2015, c'est le GIA avant, l'attentat à Saint-Michel, enfin bon, si on fait la liste, c'est... Et donc il y a là quelque chose qui a travaillé en profondeur la société française et les sociétés européennes, parce qu'évidemment, il y a eu des attentats à Londres, il y a eu des attentats à la gare d'Atocha à Madrid, enfin bon, il y a eu... et donc, je crois euh, il faut inventer un peu des antipoisons, et qu'il y a comme ça un imaginaire qui a pris forme. Et ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de trouver des chemins pour contrer, dépasser ces passions négatives et trouver des formes pour inventer un monde commun en ayant des visions justement qui ne soient pas caricaturales du monde arabe, de l'islam, du monde de l'immigration, et en essayant d'introduire un peu de complexité et de façon assez voilà, courte et incisive. C'est un essai qui vise à convaincre et qui vise pas à, comment dire, à laisser les choses inertes parce que je crois euh, il y a péril en la demeure et que la réalité politique de l'actualité la plus récente nous donne à penser que on n'a pas fini avec les passions identitaires. Merci Thierry. Je prends la dernière paragraphe ou le dernier passage quand tu parlais de la France et de l'image caricaturée de l'autre. Et comme si c'était, tu parles de ça comme c'est un phénomène répandu dans l'ensemble des pays européens. Mais tu ne penses pas que la France a une particularité euh, et en exprimant refus, ce rejet d'une manière assez violente. On la trouve même pas en Allemagne, on la trouve pas surtout en Espagne, en Italie, avec l'extrême droite italien et la société civile italienne reste encore veillée, elle veille sur la situation. Mais la France, il y a même un recul au niveau de la société civile. Euh, je crois effectivement qu'il y a une singularité française, mais il faut aussi l'inscrire dans un cadre européen. Il y a une singularité française qui tient à de multiples phénomènes, strates historiques, etc. Mais je le résumerai à deux dimensions. La première, c'est le poids de l'histoire coloniale. Et la deuxième, c'est que la France est un des rares pays à avoir une communauté arabe et musulmane aussi importante et une communauté juive aussi importante. Et que ces éléments-là sont au cœur du débat et des tensions qui existent. Alors, la strate coloniale, elle a construit le regard de notre pays au long cours, et notamment en Méditerranée, et dans la Méditerranée arabe. Donc, voilà, ça a été un des empires coloniaux, avec l'empire évidemment britannique. Mais je crois que le débat est très différent en Grande-Bretagne par rapport à la France. Et
le déni de cette histoire, le refus de la voir, de la déplier, d'être dans ce que moi j'aime bien cette notion de Paul Ricoeur, dans une politique de la reconnaissance, pas dans la culpabilisation ad vitam aeternam, mais je ne souscris pas à un certain nombre de thèses décoloniales à ce sujet, mais il y a une politique de la reconnaissance de la violence coloniale qui a eu lieu, et je crois que, par exemple, regardez le débat qui a eu lieu avec le journaliste Jean-Michel Apathy à propos de la guerre d'Algérie. Il suffit de lire d'abord les historiens, où c'est tout à fait établi, et le livre de Mathieu Bellesi, qui a eu Attaquer la Terre et le Soleil, qui a eu le prix du livre inter il y a 2 ou 3 ans, qui met en récit cette histoire dont on ne parlait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai fait l'exposition inaugurale du MUSEM qui s'appelait Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen, hein, et on a, avec Anissa Bouayen, montré la conquête de l'Algérie et l'envers du décor. Les gens étaient stupéfaits. On a montré les enfumades du grotte du Dahra, etc. Je veux dire, c'est des faits totalement établis. Or, on a encore avec la France qui vient avec le rameau apporter la civilisation, etc. Ben, je regrette, mais c'est pas comme ça que ça a marché. Je veux dire, c'est des entreprises de conquête. On a fait la même histoire, d'ailleurs. Robert Solé l'a montré, et quelques autres, et surtout El Gabarty, la conquête de l'Égypte par Bonaparte. Je veux dire, nous, on a montré la conquête. Donc, il y a les savants dont on parle, il y a toute cette, oui, mythologie-là qui est réelle. Enfin, je veux dire, les savants, ils existent, bien sûr, et ça a donné de l'égyptologie, ça a donné beaucoup de choses. Euh, mais il y a un tableau qu'on avait montré avec les troupes de Bonaparte dans Al-Azhar qui piétinent des Corans. Et donc, la violence de la répression de la conquête, elle est là. Et d'ailleurs, c'est un peintre, c'est Goya, qui a montré l'envers des Lumières, avec les désastres de la guerre, etc. Et lui qui était un homme des Lumières. Ce que m'a appris Tsvetan Todorov. Et c'est vrai, je veux dire, on le voit, au nom de cette idée de civilisation, la violence de la conquête a été légitimée. Comme aujourd'hui. Voilà, un discours encore sur la civilisation ou un discours suprématiste permet la violence a toujours besoin de légitimation. Donc, le débat français, il est travaillé par cette histoire coloniale qui n'est pas assumée. Et je crois qu'il y a dans la violence, voilà, si mes souvenirs sont bons, Monsieur Bolloré, il a fait sa fortune en Afrique. Et aujourd'hui, oui, et donc je crois qu'il y a des éléments très importants de l'histoire coloniale à déplier. Voilà. En même temps, et moi, on avait invité aux rencontres d'Averroès Karima Lazali, qui est une psychanalyste, qui a fait un très beau livre sur le trauma colonial et sur le déni là. Donc ça existe, mais en même temps, ça n'est pas que ça. Et ce que moi j'essaie de dire, c'est attention de ce discours de la culpabilisation permanente qui conduit à la haine de soi, ça produit Trump. Ça produit du suprémacisme derrière. Donc, il faut faire très attention sur la façon dont on trouve des termes. Voilà, la reconnaissance, c'est pas l'affaissement, c'est pas la haine de soi. Et donc, il y a quelque chose qui s'agit de parce que tout simplement la réalité de la conquête coloniale fait partie de l'histoire des conquêtes, comme il y a eu une conquête japonaise, une conquête chinoise, enfin, elles sont différentes, etc. Et donc, je crois qu'il y a une délibération collective autour de l'histoire coloniale qui n'a pas eu lieu en France, c'est un déni, et il me semble il y a un des chemins pour ouvrir des portes, pour sortir de cet enfermement-là qui est, je crois, très violent. Mais je cite dans le livre cette phrase que j'aime beaucoup d'un écrivain compte beaucoup pour moi, qui est Romain Gary, et qui dit: le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Et donc, j'essaie de développer l'idée d'un patriotisme démocratique face à un nationalisme identitaire. Hein, c'est ça, pour moi. Et pour ça, il ne faut pas être dans la haine de soi. C'est-à-dire, il faut aussi dire, l'amour des siens, ça doit exister. Mais des siens, pas l'opposition de eux et nous. C'est-à-dire que ceux qui habitent et vivent dans ce pays doivent être considérés dans le nous. Et c'est pour ça que le livre termine par un chapitre qui s'appelle Nous serons tous d'ici, en disant un chemin et un projet commun est possible. C'est pas gagné parce que on est dans un émiettement et une tension qui est extrêmement violent. Et le deuxième facteur, deuxième élément que j'essaie d'analyser dans le livre, qui est effectivement
le rapport juif-arabe, Israël-Palestine, et on voit bien, je dirais, la folie collective dans laquelle on est. Le macartisme français qui a eu lieu, je dirais, après les attentats et les attaques terroristes du 7 octobre, qui sont une infamie. Moi, je suis camusien, et donc, voilà, dans les justes, Camus montre très bien que voilà, le révolutionnaire russe refuse de lancer la bombe parce qu'il veut bien tuer l'archiduc, mais pas les deux enfants. Voilà, donc rien ne peut justifier de tuer des civils, etc. Mais à partir de là, 2 ans de guerre, sans doute plus de 100 000 morts, et donc on voit bien la résonance qu'il y a dans la société française, dans le monde médiatique, politique, etc., où tout est piégé. Et donc il faut revenir à des principes voilà, de droit, de respect de l'humain. Voilà, on est dans un vertige presque délirant, enfin suicidaire, hein, me semble-t-il. Et il y a, c'est des éléments que je crois qui euh, activent et réactivent les passions collectives. Et je crois qu'il faut faire très attention de ne pas importer, comme c'est fait trop souvent, la guerre Israël-Palestine, voire israélo-arabe par certains côtés, parce que bon, il n'y a pas d'unité quand même, mais par rapport à ce qui se joue dans la société française qui est de notre ordre. Mais voilà, on ne peut pas détourner. Et c'est vrai que la singularité française, c'est d'avoir un monde juif et un monde arabe et musulman aussi majeurs dans cette société, qui la compose, qui la construit, et avec lesquels il y a des choses à faire. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça que moi, je plaide, depuis le début, je veux dire, l'héritage andalou, c'est l'héritage judéo-arabe. Et cette culture judéo-arabe, je trouve que je connais assez bien le Maroc, j'ai beaucoup d'amis juifs du Maroc, etc. Ils revendiquent, ils se disent marocains, arabes, et voilà, ils parlent, ils continuent à parler arabe. Donc, je vais peut-être un des pays qui a maintenu cette dimension-là. Donc je crois que c'est un élément sur lequel il faut travailler aussi bien dans l'histoire longue que dans le contemporain pour sortir du face-à-face. Parce que le face-à-face, il est destructeur. Et ce qu'il faut arriver, c'est à trouver des éléments qui font monde commun. Moi, c'est ça le nous serons tous d'ici que je préconise, il est dans cette dimension-là. Maintenant, je terminerai là-dessus. Il y a une singularité française, euh, mais malheureusement, les passions identitaires, euh, voilà, la Hongrie, la Suède, la Norvège, alors bien sûr, chacun avec son histoire et selon pas rien, mais c'est un élément extrêmement puissant. Et dans ce qui nous arrive, euh, j'ai essayé de partir de cette phrase pour moi lumineuse de Régis Debray: mondialisation des objets, tribalisation des sujets. C'est-à-dire que les passions identitaires, elles sont concomitantes de la globalisation et de la mondialisation. C'est-à-dire, c'est un des effets de la perte des repères, la mondialisation, quand certains ont pensé qu'elle était heureuse, bien pensante, néolibérale, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, ben, ça ne marche pas comme ça. Et les sociétés qui ont été percutées par la violence de la mondialisation, eh ben, il y a une tribalisation des sujets. Et je pense que cette formule, pour moi, est lumineuse: mondialisation des objets, tribalisation des sujets, c'est un élément. On le voit, cette montée en puissance, on va dire, quelque part, l'islamisme, le djihadisme est un, comment dire, est un islamocentrisme, voilà, qui a existé. On voit dans l'Amérique de Trump, on le voit chez Bolsonaro, au Brésil, on le voit. Enfin, ces mouvements identitaires, alors chacun avec leur catégorie, hein, mais je crois que c'est concomitant ou un effet malheureux, désastreux même, de la mondialisation malheureuse et de ce qu'elle a généré. On a un phénomène de peau de chagrin, de rétractation, de passion identitaire, de peur, de haine, etc., qui est une montée en puissance, qui est un des facteurs, je crois, de la conflictualité, de la guerre qui se joue devant nos yeux aujourd'hui. Évoquer l'Andalousie. Et ça m'amène à te poser la question sur la singularité de la situation espagnole. Parce que pour certains, c'était une occupation des 8 siècles de présence arabo-musulmane. Et pour d'autres, c'était
conquête. Mais l'interprétation de l'histoire dépend de plusieurs écoles. Mais l'actualité est extraordinaire. C'est-à-dire, j'ai jamais vu dans un pays quelqu'un qui célèbre son occupant, si on considère que c'était de l'occupation. Là où Abdelrahman Dakhel a mis le pied sur la côte espagnole, ils ont érigé une statue énorme avec le vers de poésie qu'il a prononcé à son arrivée, qui le mettait au niveau des meilleurs poètes de la littérature. Quand on voit que les habitants de Grenade ont refusé la décision du pape à détruire la mosquée et construire une église à sa place, ils ont tout fait pour que l'église soit construite à côté de la mosquée, à Cordoue, pardon. Même si ils étaient, eux, très contents de se débarrasser des musulmans, mais c'est leur identité. C'est bien de revenir sur cette histoire, pas sur cette mythologie dans l'Andalousie. Mais je vais repartir de Berck, parce que c'est des longues conversations que j'ai eu l'occasion d'avoir avec lui. Et il disait, écoutez, on parle, Van Gunbaum, beaucoup d'orientalistes parlent de l'incompatibilité culturelle entre l'Europe et l'islam. Et il disait, mais attendez, 5 siècles d'incompatibilité culturelle, qu'est-ce que c'est que cette histoire? 5 siècles. On est dans des compénétrations d'une très grande profondeur. Donc, ça ne marche pas. C'est une interrelation qui a été conflictuelle, etc., mais ça a fabriqué un monde commun. Et je crois que ça nous rappelle quelque chose de puissant qui a travaillé en profondeur la société espagnole. Puisque la société espagnole, elle a inventé l'Inquisition. Elle a inventé la limpieza del sangre, la pureté du sang. Et donc, quelque chose qui s'appelle la Reconquista. Euh, et comment s'appelle le parti de M. Zemmour ici? Reconquête. Tiens, eh ben, évidemment que c'est le même imaginaire. Il se trouve que, en corrigeant les épreuves du livre, je tombe sur un article, et je vais vous donner les citations, parce qu'il y a aussi ça, malheureusement, en Espagne, et donc rencontre le 8 février 2025 des patriotes pour l'Europe en Espagne, et Geert Wilders, hein, notre comment dire, militant d'extrême droite européen, néerlandais, il revendique ces vaillants chevaliers espagnols, hein, c'est une citation, hein, qui furent les premiers à faire reculer l'islam et restaurer le riche héritage du christianisme dans leur pays. Et Santiago Abascal, le patron de Vox, lui répond, nous aimons beaucoup, nous les Espagnols, que l'on nous connaisse pour cette geste extraordinaire de nos ancêtres, pour avoir été le mur face à l'avancée de l'islamisme. Nous sommes disposés à l'être à nouveau. Et donc, la question de la Reconquista, elle est extrêmement puissante parce qu'elle travaille encore les imaginaires politiques, historiques, contemporains. Je parlais du nom du parti d'extrême droite d'Éric Zemmour. C'est pas Reconquête par hasard. Et ce qui est assez fascinant dans leur discours, c'est qu'aujourd'hui, ils parlent de la revendication de la Reconquista en oubliant juste au passage que les premiers qui ont été expulsés par la Reconquista, ce sont les Juifs espagnols. Les morts ont été expulsés après. Et donc, cette culture, elle est judéo-arabe, enfin, que je sache, Ibn Rushd et Maïmonide s'exprimaient en arabe. Donc, euh, on a une mystification de cette histoire. Mais il faut se dire que ça a déjà eu lieu. La remigration dont il parle, ça a eu lieu. C'est une vieille histoire qui est la séparation entre héritage gréco-latin et héritage judéo-arabe. C'est mythique. Et donc l'expulsion de la part sémitique de l'Europe, elle a eu lieu. La Reconquista, c'est ça. Et les tenants de l'Occident chrétien aujourd'hui, ils sont dans la même imaginaire. Et
il ne faut pas croire que ça ne peut pas avoir lieu. Ça peut aussi avoir lieu. Ça a déjà eu lieu dans l'histoire. Donc, quand l'AfD parle de remigration à propos des Turcs en Allemagne, etc., de dire, mais non, les musulmans, ils ne seront jamais français ou européens. Donc, ce sont des Français de papier. Donc, il n'y a pas de monde commun, puisqu'on n'a pas d'héritage commun. Mais si on repart de longs héritages d'Averroès et de cette tradition-là, et qu'on retisse les liens historiques de la Méditerranée, hein, comme dit Jean Giono, ce n'est pas par-dessus cette mer que les échanges se sont faits, c'est grâce à elle. La mer, c'est un lieu de connectivité, comme disent les historiens contemporains. Et c'est ça qui est très, très important. C'est pour ça que le débat historique, c'est pas un débat rétrospectif, simplement d'érudits, etc. C'est un débat qui a des enjeux contemporains, de la façon dont on se situe. Et c'est pour ça que le champ intellectuel, éditorial, etc., est majeur pour déplacer les lignes. Parce que malheureusement, sur les plateaux de télévision, on est dans des caricatures. Et donc, il y a encore de la pensée. Bon, c'est des foyers, ce sont des peut-être pas suffisants, etc., mais en tout cas, ça résiste. Voilà. C'est ça qui me paraît important, c'est de créer des noyaux durs qui résistent face à cette espèce de lame de fond des passions identitaires. Voilà. Donc, c'est vrai que pour être allé plusieurs fois à Grenade, avoir des amis andalous, etc., je connaissais celui qui a lancé le Legado Andalusi à Grenade, et donc qui a revendiqué tout cet héritage arabe et qui a fait des routes d'Al-Andalus avec voilà, une mise en valeur de tout ce patrimoine, etc. Mais c'est une exception. Les Espagnols, une partie, mais il y a aussi les tenants d'Isabelle la catholique, de l'Occident chrétien, qui ne veulent pas du tout de cet héritage arabe. Et ben, vous savez bien que, comment dire, quand on a, pourquoi est-ce qu'il y a un ami qui me dit, mais pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a des cochons pendus dans tous les bars à tapas, etc. Il dit, mais quand on arrivait dans un village, en signe de bienvenue, on vous présentait du cochon. Et si vous étiez un converse, c'est-à-dire un juif ou un musulman dissimulé, tac, je veux dire, c'était un élément de condamnation. Et condamnation à mort. C'est pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre place ici. Donc, alors, évidemment, on est dans des catégories médiévales, etc. Mais au XXIe siècle, je ne crois pas que la violence soit moindre. En tout cas, si on voit ce qui se passe sous nos yeux inertes pour beaucoup à Gaza, la violence, elle est là. Donc, je crois qu'il faut trouver des terrains, des chemins pour inventer demain et ne pas être dans la célébration du désastre. Avant que je donne la parole à la salle, je termine par une question assez générale concernant un phénomène qui a toujours existé, mais qui est maintenant très mis en valeur, c'est le populisme, qui n'est pas particulier à une rive de la Méditerranée. Il est répandu sur les deux rives, ou les trois rives. Euh, et il a un succès assez phénoménal. Dernière, c'est la Syrie actuelle, avec un dirigeant qui est censé incarner le changement, la liberté, la libération, mais quand même, le côté populiste est plus fort que sa volonté. C'est-à-dire, des fois, c'est pas seulement le leader qui l'impose, c'est les récepteurs qui lui exigent d'être ce qu'il doit être. Je commencerai par cette phrase quand j'entends populisme ou peuple, ce qui m'avait beaucoup frappé de ce grand Edgar Morin, qui vit toujours à plus de 100 ans et qui voilà, est un héritier aussi de ce monde méditerranéen, de juifs séfarades. Et Edgar Morin avait cette formule magnifique, il dit, le peuple a ceci de commun avec Dieu, qu'il y a toujours quelqu'un qui parle à sa place. Et donc la question, là, c'est la question de la représentation et de la parole publique. Et donc, le populisme est puissant quand la démocratie est faible et quand la démocratie devient factice. On le voit très bien dans la société française actuelle avec la verticalité du pouvoir, etc. Et
les mouvements populistes, comment dire, ils se manifestent quand il y a plus de, quand la représentation, quand l'élection ne sert plus à rien, quand ils ont un sentiment que l'élection ne plaît à rien, que la démocratie n'est plus crédible, et on a des débordements qui sont impuissants. Et Mais moi, je crois, euh, oui, oui. Bah, souvent, la démocratie populiste, ça devient une démocrature, comme disait Medvedev, et ça devient un pouvoir vertical descendant et qui capte, comment dire, justement, le propre de la démocratie, c'est le dissensus, mais un dissensus qui ne va pas jusqu'à la guerre civile. C'est-à-dire, le propre du politique, c'est d'empêcher la guerre de tous contre tous. C'est ça, hein. La politique prend naissance dans l'espace qui est entre les hommes, dit Hannah Arendt, et donc, ce qui nous permet de vivre entre nous, c'est ça le politique. Et quand le est évolué, eh bien, on a la violence qui surgit. Je crois que la réinvention démocratique est là aussi un contre-feu extrêmement puissant par rapport au poison dont on parle, que ce soit populiste, parce que le populisme, souvent, comment se substitue au peuple. On le voit avec Chavez ou Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, ça veut dire cette façon de parler un langage au nom d'eux, mais voilà, il y a un côté factice ou falsifié. Et je suis plus confiant dans la pluralité de la conflictualité démocratique, je dirais. Voilà. Mais c'est un vrai défi qui est devant nous et nos sociétés, je dirais, ont un nouveau rendez-vous avec l'histoire. Le basculement du monde auquel on est en train d'assister, l'effet de souffle de Donald Trump ne va pas arranger les choses dans notre société. Et donc, il y a sérieusement besoin de se réveiller. Et voilà, bon, cette phrase «Nous serons tous d'ici», qui est toute simple, qui a été inventée par les bibliothécaires de la ville d'Aubagne, à côté de Marseille, au moment de Marseille, capitale européenne de la culture en 2013, et qui m'ont demandé de la problématiser. Je trouve que c'est une notion toute simple, mais qui dire, ben, on a un projet commun. C'est-à-dire, notre histoire peut nous permettre d'aller au-delà et de fabriquer quelque chose en commun. Et c'est là où, bon, moi, je dis que la Méditerranée est un beau projet du 21e siècle, pas la Méditerranée de papa, passéiste, pas les constructions institutionnelles du type partenariat euro-méditerranéen ou Union pour la Méditerranée, non, mais les sociétés. Je veux dire, et ces sociétés, elles sont jeunes. En Syrie, en Égypte, les sociétés du sud et de l'est de la Méditerranée, à plus de 60%, elles ont moins de 25 ans. Et donc, elles ne vont pas accepter très longtemps le statu quo, l'immobilisme. Voilà. Donc, il y a des effervescences et donc il y a des conjonctions nouvelles qui peuvent naître. Et c'est ça qu'il faut arriver à penser aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui me paraît prometteur. Donc, moi, je ne suis pas dans le catastrophisme. Je refuse le désastre. Et donc, voilà, c'est une invitation à résister. si, et justement par rapport au rôle de la société, je pense que tu te rappelles quand on s'est retrouvé au MUSEM, je participais au lancement d'un projet qui s'appelle toujours, mais qui n'a plus d'existence, l'Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée. Mais toutes les institutions ont milité contre cette initiative. Ils lui ont pas donné aucune chance. euh, Merci Thierry. Euh, Oui, on a déjà débattu dans un autre cas. Oui, enfin, le débat ne s'arrête jamais, heureusement d'ailleurs. Non, bah, entre-temps, j'ai lu le livre et bah, j'y ai trouvé des réponses à certaines questions que j'avais commencé déjà à esquisser. La dernière fois, j'ai un petit peu insisté sur un point que, à nouveau, tu as évoqué, avec lequel je suis d'accord, c'est-à-dire le traumatisme, ou pour utiliser un terme un peu à la mode, le backlash qu'on a des attentats qui auront 10 ans cette année, euh, enfin, dans la montée en tout cas du rejet, et notamment de l'islamophobie. Euh, Moi, enfin, ce que j'avais dit à Thierry, c'est que effectivement, ces attentats n'ont rien arrangé, mais que le terrain était déjà bien travaillé et ça a peut-être effectivement accéléré des choses, et notamment en voyant une partie du spectre politique qui se disait de gauche
la concrétisation des attentats de 2015 dans la vie politique, c'est une islamophobie qui aujourd'hui qui touche quasiment toute la classe politique et une islamophobie respectable qui est passée par le moule du printemps républicain et le poids qu'a ce groupuscule sur la vie publique, ce qui me rend un petit peu... alors, le printemps républicain en soi est en train de se démonétiser, ils sont allés tellement loin dans leurs outrances, mais malheureusement, ils restent très puissants, très prescripteurs, très agissants, et ce qui va rendre la chose plus difficile, c'est-à-dire qu'on a sont- depuis, on va dire, la marche des beurs, on a appris à lutter contre l'extrême droite. Le problème, c'est que le mal est bien plus profond aujourd'hui. Et donc, le combat est plus difficile contre des... c'est plus facile de remettre un facho à sa place que quelqu'un de respectable et que quelqu'un qui exerce une forme de racisme, de discrimination et de rejet au nom, et c'est ça le plus pervers, au nom de l'universalisme républicain, ce qui rend la tâche un petit peu ardue et ce qui me rend un petit peu plus pessimiste. Bah, je pense que ça invite à encore aller plus loin dans le questionnement pour trouver les mots justes pour faire avancer les choses, parce qu'on est dans des face-à-face très, très réducteurs. Moi, je souscris volontiers à l'idée que euh, de ne surtout pas réduire le phénomène de rejet aux attentats. J'ai parlé d'orientalisme, j'ai parlé de l'histoire coloniale, tout ça c'est un fond voilà, qui a travaillé nos regards, nos imaginaires, qui est là. Mais c'est vrai que les discussions que j'ai eues avec Fethi Benslama, qui est un psychanalyste qui a écrit Le surmusulman et le saut épique, et c'est vrai que je crois que ça a infusé un rapport à la peur et à la haine qui, je pense qu'il y a en plus des actes symboliques extrêmement puissants. Je dirais l'héritier du hussard noir de la République, qui est le professeur. Je pense que l'acte en plus d'égorgement de Samuel Paty est un élément traumatique très puissant. Et en plus, alors, pour le coup, largement relayé avec des acteurs. Je pense il y a tout effectivement le printemps républicain et donc Laurent Bouvet, la sécurité culturelle, Raphaël Enthoven, enfin toute cette bande qui a finalement essayé d'expliquer Michel Houellebecq, enfin bon, c'est un mouvement culturel très, comment dire, un noyau, mais qui a su prendre la tête des dirigeants et d'avoir une influence considérable. Le livre d'Aurélien Bélanger sur le Parti socialiste le montre en fiction extrêmement bien. Euh, et je crois qu'il y a quelque chose qui s'est joué autour de figures comme Marlène, ministres comme Marlène Schiappa, comment- le fonds Marianne, quand même. Le fonds Marianne, qui est un truc de Sifawi, etc., qui est un truc de violence. Enfin, l'islam, voilà l'ennemi, quoi. Mais le problème, c'est que l'islam, enfin, l'islam, le djihadisme s'est déclaré ennemi, et ceux qui sont partis en Syrie de nationalité française, qui ont téléguidé les attentats, moi, j'ose tranquillement les appeler dans le livre. Pour moi, c'est des actes de haute trahison. Et il ne faut pas sous-estimer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là-dessus, voilà, patriotisme, amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Donc, si on ne peut pas être dans la haine des autres, construisons. Mais évidemment que ça ne se réduit pas à ça. Mais quel est l'antipoison? Et le problème, c'est que les autorités publiques, et c'est là où des lieux comme l'Institut du monde arabe, le MUSEM à Marseille, enfin, des lieux culturels majeurs ont un rôle considérable à jouer. C'est que on a eu une réponse sécuritaire, finalement pas si mal faite que ça, puisque ça a permis de contenir. Enfin, il n'y a pas eu, enfin, bon, il y a eu des attentats comme celui de Nice qui était encore terrible. Enfin, bon, mais euh, la réponse sécuritaire, d'une certaine façon, a fonctionné. L'État était opérationnel. En revanche, l'État était complètement défaillant dans le champ culturel et symbolique. Et or, c'est là où ça se joue dans l'avenir, dans l'éducation, etc. Moi, je sais, parce que
euh, pour les rencontres d'Averroès, après 2015, en 2016, j'ai fait une thématique, c'était surmonter la faille de ceux qui veulent l'opposition ou la séparation islam-occident, cette polarité-là que le clash des civilisations avait lui-même théorisé, enfin, etc. Mais on était assez seuls à vouloir, comment dire, essayer de répondre de l'intérieur et pas dans la stigmatisation ou dans la violence ou dans voilà, ce travail qu'on faisait dans les classes avec Averroès Junior, tout ça. Ben, il, il n'a pas été relayé. La Fondation de l'Islam de France euh, a vu ses programmes complètement être marginalisés parce que, bah, justement, le printemps républicain a dit non, 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 non. Or, voilà, on parlait d'islam démocratique, c'est une formule enfin, une pensée de Yad Ben Achour, de révolution intérieure, pas d'une démocratie importée à l'occidental, mais comme généalogie intérieure, comme le mouvement du Hirak en Algérie ou de la révolution tunisienne, etc., avec des trajectoires intérieures et pas avec l'Europe qui n'est pas en donneur de leçons. Le problème, c'est que les Européens sont une fois de plus passés à côté. C'est-à-dire, au lieu de conforter ces mouvements-là, ils ont conforté encore les régimes autoritaires. Et la contre-révolution a gagné. Mais je veux dire, ça repartira. Je suis absolument convaincu que la demande d'une forme démocratique propre réémergera dans les sociétés arabes du 21e siècle, c'est clair, à cause des jeunes générations qui ne peuvent pas se satisfaire du statu quo. Et c'est là où, comment dire, un projet un peu intelligent d'une Europe qui ne serait pas enfermée dans sa citadelle et qui s'ouvre justement, voilà, moi j'appelle l'Europe sans rivage, c'est là où le projet méditerranéen du 21e siècle a du sens, comme révolution 1. Mais pas pour imposer un modèle, mais pour conforter. Comme on l'a fait d'ailleurs, excusez-moi, mais ça a existé là aussi. Euh, Quand il y a eu les accords d'Helsinki et qu'on a soutenu la charte 77, Solidarność, etc., on ne s'est pas substitué à eux, on ne leur a pas dit que ce qu'ils devaient penser. Sauf que l'héritage colonial fait que, ah ben non, les Arabes et la démocratie, ça ne va pas ensemble. Et ça, c'est terrible. Alors que oui, il y a des trajectoires possibles et c'est ça qu'il faut, à mon avis, conforter. Euh, c'est ça l'horizon du 21e siècle, du point de vue de la politique internationale, etc. Mais bon, une fois de plus, et c'est vrai que le désastre actuel à Gaza fait qu'il y a une espèce de sidération et de... Mais bon, on en sortira, l'avenir dure longtemps. C'est-à-dire voilà, projetons-nous à 5, 10 ans, etc., pour inventer des chemins pour sortir du désastre. Parce qu'on ne peut pas consentir au désastre. Dernière chose que j'ai appris sur l'influence de la culture arabe sur la langue espagnole et la culture espagnole, c'est que flamenco, le mot vient de Falah Mankoub, qui chantait, qui dansait sa tristesse. Il y a un écrivain que j'ai bien connu quand j'étais à Lima, qui a travaillé beaucoup là-dessus, c'est Juan Goytisolo. Voilà. Donc il a Barzar, il a écrit beaucoup de choses cette réappropriation de tout cet héritage dans l'histoire longue et qui disait qu'un des désastres, Juan Vernet, l'historien qui a fait aussi ce livre sur ce que les Arabes d'Espagne ont apporté à la culture, disait qu'un des désastres de l'Espagne, c'était l'expulsion des Juifs et des Morisques. Et que c'était un affaissement civilisationnel absolument énorme, une ablation de culture, de vie, etc. Et donc, il serait quand même bien que les Européens tirent les leçons désastreuses de la Reconquista et qu'ils ne refassent pas le coup de la remigration et de la Reconquista du 21e siècle. Voilà, c'est mon vœu et c'est mon combat aujourd'hui livre et bon, qui sera suivi de. Voilà. C'est pour ça que réouvrir la pensée, le désir, le rapport au monde méditerranéen, c'est une façon de sortir, de ne pas être dans la nostalgie, mais d'une vision du 21e siècle. Merci beaucoup, Eric Favre.